On entend souvent dire que la race est une construction sociale. Cette formule, largement diffusée dans les milieux critiques, les cercles militants ou les salles de classe, est devenue un point de départ presque évident pour parler du racisme aujourd'hui. Mais derrière cette apparente évidence, une difficulté demeure. Que signifie réellement construire une race ? En quoi cette construction est-elle sociale ? Et comment expliquer que quelque chose d'inventé puisse avoir des effets aussi puissants, aussi durables, aussi matériels ? Commençons par ce qui est désormais bien établi dans les sciences biologiques. Il n'existe pas de fondement naturel, génétique ou physiologique aux catégories dites raciales. Aucun critère biologique cohérent ne permet de diviser l'humanité en races distinctes. Les différences entre individus à l'intérieur d'un même groupe socio-racial sont souvent plus grandes que celles entre les groupes eux-mêmes. La génétique, l'anthropologie physique ou la biologie moderne ont déconstruit une à une les prétentions scientifiques à établir une hiérarchie ou une différenciation naturelle des races. Et pourtant, la race continue d'organiser la société. Elle structure les inégalités d'accès au logement, à la santé, à l'emploi, à la reconnaissance symbolique. Elle est visible dans les politiques migratoires, les pratiques policières, les représentations médiatiques. Elle est aussi invisible dans les conséquences du changement climatique ou des formes de pollution durable comme celle au chlordécone aux Antilles. Elle s'inscrit jusque dans nos expériences intimes et dans la manière dont les corps sont perçus, traités, valorisés ou rejetés. Si la race n'est pas une réalité biologique, elle n'en est pas moins une réalité sociale. Elle prend appui sur des éléments matériels, la couleur de peau, les traits du visage, la texture des cheveux, mais elle ne se réduit pas à ces données physiques. Elle leur donne une signification. Elle les transforme en signes. C'est précisément en s'appuyant sur des marqueurs visibles que le système racial fabrique de la différence, de l'ordre, du pouvoir. Autrement dit, ce n'est pas la couleur de peau en soi qui crée la race, mais ce qu'on en fait dans une société donnée. Dire que la race est une construction sociale, c'est donc reconnaître qu'elle est produite à travers des discours, des pratiques, des institutions. Ce n'est pas une invention individuelle ou arbitraire, mais un ensemble de catégories, de récits, de classifications qui émergent dans l'histoire à travers des enjeux économiques, politiques et culturels. Ces catégories sont apprises, transmises, intériorisées, parfois même revendiquées. Elles peuvent évoluer, se déplacer, se contredire, mais elles continuent d'agir. Cela peut sembler contradictoire. Comment une chose aussi changeante, aussi arbitraire, peut-elle avoir des effets si concrets, si durables ? Comment expliquer que des mots, des images, des récits aient le pouvoir de façonner notre rapport au monde, notre manière de voir, de juger, d'interagir ? Pour comprendre cette contradiction apparente, il faut s'interroger sur les mécanismes de construction de la race. Il ne suffit pas de dire que la race est un mythe, encore faut-il analyser comment ce mythe fonctionne, comment il devient réalité sociale. Des outils issus des sciences sociales et des théories du langage nous seront utiles. Dans ce podcast, nous explorerons le travail de Stuart Hall sur la construction de la race et les concepts qu'il a développés pour l'éclairer. Son ambition est de réussir à situer où se trouve l'opération qui rend la race matérielle et qui fait du racisme ce qu'il est. Son objectif est de réussir à trouver une synthèse dialectique entre la double réalité de la race comme outil d'exploitation économique et le fait qu'elle mène à des actes et des discours violents dépassant ce simple impératif économique. Non pas en cherchant à déterminer ce qui vient avant, entre la haine ou le profit, mais à expliquer comment les deux s'articulent. Cette approche est d'autant plus importante que le racisme n'est pas une réalité que nous vivons par étapes, de même que lorsque l'on vit à l'intersection de plusieurs dominations, on ne les vit pas les unes après les autres, mais toujours de manière complémentaire, articulée. Il s'agit donc de rendre compte de la réalité sociale de ce phénomène, fait de multiples formes de violence, et qui s'ancre dans l'intégralité de notre société. Bonjour, je suis Bad Socio, bienvenue dans les tutos. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question fondamentale que l'on se pose trop peu souvent. Comment crée-t-on une race ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une race est une construction sociale ?
Pour répondre à cette question, nous nous intéresserons à l'approche de Hall et aux réponses qu'elle apporte en 3 parties. D'abord, nous expliquerons ce que signifie une construction discursive et ce que l'on appelle un signifiant flottant. Ces concepts permettent de comprendre comment des catégories sociales prennent forme, se stabilisent, puis se déplacent en fonction des contextes historiques, politiques et sociaux. Ensuite, nous montrerons en quoi la race est précisément un signifiant flottant, instable, changeant selon les contextes, mais toujours mobilisé pour produire des hiérarchies. Nous verrons comment elle se naturalise, c'est-à-dire comment elle en vient à paraître évidente, comme si elle allait de soi. Enfin, nous analyserons les effets concrets de cette construction sur nos vies, comment les discours raciaux façonnent notre culture, nos institutions et nos réalités matérielles. Car comprendre la race comme construction sociale, ce n'est pas nier ses effets, c'est au contraire en dévoiler les mécanismes. C'est montrer ce qui semble naturel, immuable ou évident, est en réalité le produit d'un long travail historique. Un travail de classification, de hiérarchisation, de domination. Et que ce travail peut, lui aussi, être défait. Un point important tout de même avant de commencer. On utilise assez rarement le mot race en français, en renvoyant son utilisation au raciste entre guillemets, comme si c'était une catégorie figée de personnes ayant des idées haineuses envers les personnes qu'ils perçoivent comme n'appartenant pas à leur propre race. Le terme ici est utilisé de manière quasi interchangeable avec celui de racisme. Puisque la construction de la race comme catégorie de discours va avec l'invention du racisme comme régime de domination. Et puisqu'il s'agit d'interroger les catégories inventées par le racisme qui structurent nos sociétés, il n'y a pas de raison de leur donner un autre nom que celui qui leur a toujours été donné. Il n'y a rien de raciste à parler de race. Le racisme est un système de pouvoir, l'un des principaux articulants de notre société. Les personnes aux idées haineuses en sont autant les acteurs que ses produits, et ils ne sont qu'une de ces expressions. Et surtout, n'oubliez pas, le racisme anti-blanc n'existe pas. Première partie, construction discursive et signifiant flottant. Pour comprendre ce que signifie dire que la race est une construction sociale, il faut d'abord s'arrêter sur 2 outils essentiels de la pensée de Stuart Hall. La notion de construction discursive et celle de signifiant flottant. Ces 2 concepts permettent d'expliquer comment certaines catégories sociales sont produites, rendues visibles, rendues efficaces et souvent naturalisées. Dans cette première partie, nous allons d'abord définir ce qu'est une construction discursive selon Hall, comment elle fonctionne, comment elle évolue, puis nous reviendrons sur l'histoire du concept de signifiant flottant, sur sa reprise par Hall, et sur son rôle dans la construction de la race. Chez Stuart Hall, le langage n'est pas un simple outil de communication, mais un véritable lieu de production de sens. Lorsqu'il parle de discours, il désigne un système d'énoncés qui organise la pensée, donne forme à la réalité sociale et produit des effets de vérité. Ainsi, le discours ne se contente pas de décrire le monde, il participe à le construire. Il organise ce qui est visible, dissible, pensable. Il structure nos catégories de perception. Une construction discursive désigne alors la manière dont certaines réalités sociales, comme la race, le genre ou la nation, sont produites par des discours historiques situés et codifiés, construits en parallèle de la réalité et des besoins matériels de chaque société. Ces constructions ne naissent pas de manière purement arbitraire. Elles sont historiquement situées. Elles émergent dans des conjonctures politiques précises et répondent à des enjeux concrets. Autrement dit, une construction discursive est toujours le produit d'un travail historique et politique de fixation du sens. Elle n'existe que parce qu'un certain usage du langage, répété, diffusé, intériorisé, s'est imposé à un moment donné. Et cette construction ne peut s'imposer dans le temps que si elle répond au moins en partie à la réalité matérielle et aux constructions culturelles qui la précèdent dans la société. Une fois stabilisées, ces constructions discursives produisent des effets très concrets. Elles façonnent les relations sociales et les politiques publiques, légitiment des pratiques institutionnelles et structurent les identités.
Les individus qu'ils adhèrent ou résistent à ces discours ne peuvent y échapper totalement. Le second concept indispensable ici est celui de signifiant flottant, ou floating signifier, en version originale, que Stuart Hall mobilise pour penser l'instabilité des catégories comme la race. Ce concept a d'abord été développé dans les travaux de Claude Lévi-Strauss. Il désigne un mot ou une image dont le contenu symbolique est instable, changeant, toujours susceptible d'être réinvesti. Dans les mots de Hall, la race fonctionne comme un langage, et dans le langage, le sens est relationnel. Il ne dépend pas de la fixité du sens des mots, mais des relations changeantes entre les signifiants. Dit de manière plus concrète, lorsque deux personnes communiquent, ce qui donne de l'importance aux mots qu'ils utilisent, à la forme, l'intonation, la grammaire, etc., c'est la signification que l'interlocuteur donne à chacun de ces signifiants. De ce fait, la communication n'est possible que si les deux personnes partagent un sens commun de la grande majorité de ces signifiants. Sens commun qu'ils construisent ensemble en influençant chacun la compréhension de l'autre. Hall s'approprie ce concept pour analyser la race comme un mot-clé sans contenu fixe, mais dont la signification varie selon les luttes idéologiques du moment. Tantôt biologique, tantôt culturelle, tantôt religieuse, la race est une catégorie malléable mais structurante. Cette flottabilité ne rend pas la race vide de sens ou inefficace. Au contraire, c'est précisément cette souplesse qui en fait un outil politique puissant. Elle peut être appropriée par des discours dominants pour justifier l'exclusion ou la hiérarchisation, mais aussi par des discours subalternes pour revendiquer une identité, une mémoire, une résistance. Le rôle du signifiant flottant dans les constructions discursives est donc central. Il permet de maintenir une cohésion apparente, un mot qui semble familier, qui semble désigner quelque chose d'évident, tout en laissant ouverte la bataille pour son sens. Hall souligne que c'est dans cette indétermination que réside le pouvoir politique du discours racial. Je cite, « Le pouvoir du discours racial réside dans sa capacité à construire l'autre comme à la fois reconnaissable et radicalement différent. » Nous pouvons maintenant comprendre plus précisément ce que signifie dire que la race est une construction sociale. Cela signifie que la race n'existe pas en dehors des discours, des représentations, des classifications qui la produisent historiquement. Mais cela signifie aussi qu'elle est instable, glissante, flottante. Cette double caractéristique, d'être construite et instable, est au cœur de l'analyse de Hall. La race n'est pas un objet fixe, identifiable une fois pour toutes. Elle est un site de lutte symbolique. Elle cristallise des significations, mais ces significations sont sans cesse contestées, déplacées, resignifiées. Et pourtant, malgré cette instabilité, la race continue de produire des effets très concrets. C'est ce que Hall appelle la naturalisation du discours racial. Même si la race est construite, les discours dominants cherchent à la faire passer pour naturelle, objective, évidente. Ils effacent le travail de construction pour mieux imposer une hiérarchie, comme si elle allait de soi. Dans la prochaine partie de ce podcast, nous verrons comment cette naturalisation se produit, comment la race s'inscrit dans les corps, les institutions, les habitudes quotidiennes. Nous verrons comment un signifiant flottant devient, à travers le discours, une vérité sociale, une évidence vécue. Comprendre la race comme construction discursive et comme signifiant flottant, ce n'est donc pas nier sa puissance, mais expliquer comment elle fonctionne, comment elle agit et comment on peut la déconstruire. Deuxième partie, la race comme signifiant flottant, instabilité et naturalisation. Dans cette seconde partie, nous allons explorer les conséquences de la flottabilité du sens du terme race, c'est-à-dire comment elle permet au discours racial de se naturaliser tout en restant instable, et comment cette instabilité est en retour façonnée par les dynamiques sociales, politiques et culturelles. Stuart Hall insiste sur le fait que la race, comme tout signifiant social, n'a pas de sens en soi. Son sens dépend des usages qui en sont faits, des luttes qui l'entourent, des relations qu'elle entretient avec d'autres catégories.
Pour illustrer cette idée, Hall mobilise plusieurs images. Il compare notamment la race à un signe linguistique, dont le lien entre signifiant, le mot, et signifié, le concept, est arbitraire et instable. Il explique que la race, comme la langue, ne produit du sens que par différence, par contraste avec d'autres catégories. Blanc contre noir, civilisé contre barbare, intégré contre déviant. Un exemple qui revient chez lui est celui de la catégorie noire en Grande-Bretagne dans les années 70-80. À cette époque, le mot noir est redéfini politiquement par les luttes antiracistes. Il cesse d'être un terme purement descriptif ou péjoratif pour devenir un signe de résistance collective, unifiant des groupes différents sous une même bannière. Hall précise: le terme noir a été resignifié politiquement et culturellement. Il est devenu un lieu de lutte. Cet exemple montre que le signifiant race peut glisser d'un usage à un autre, de l'exclusion à la revendication, de la biologie à la culture, de l'injure à l'identité politique. Le contenu du signifiant dépend des dynamiques de pouvoir dans notre société et de nos conditions matérielles, cependant. Si le signifiant peut maintenir ses contradictions, il y a des sens qui ont plus d'impact que d'autres. Les assignations négatives attachées à la race, inscrites à la fois dans la réalité de la superexploitation et dans celle de l'hyperviolence, gardent l'ascendant. Le terme reste un outil pour distinguer, exclure et exploiter. C'est un stigmate que l'on peut retourner dans certaines situations sociales, mais un stigmate tout de même, inventé pour correspondre à une situation d'exploitation sans précédent dans l'histoire. À ce titre, Hall écrit: l'objectif de la lutte idéologique est de fixer le sens, de fermer le jeu des signifiants. Il faut tout de même noter ici que cette dynamique s'applique à la racisation, et pas à la création de la race blanche. Cette dernière constitue l'identité permettant d'échapper à ces stigmates et aux réalités sociales qui y correspondent. Si la racisation est le risque perpétuel de se retrouver au bas de l'échelle, la blanchité repose sur la promesse perpétuelle de ne jamais se retrouver au bas de l'échelle. Les imaginaires d'exclusion qui en découlent sont l'un des piliers de la construction discursive raciale, signifiant la catégorie de ceux méritant de l'universalisme des Lumières notamment. Elle n'en reste pas moins un signifiant flottant, au caractère mouvant, auquel sont intégrés ou expulsés des groupes selon le flot de l'histoire et des dynamiques sociales. Mais nous aurons le temps de revenir sur la question de l'identité blanche. Ce caractère flottant du signifiant racial a une conséquence majeure. Il nécessite que les discours raciaux se présentent comme naturels s'ils veulent pouvoir garder une permanence à travers la société. Hall parle ici de naturalisation idéologique. Il explique que les systèmes de pouvoir cherchent en permanence à fixer le sens des signifiants flottants, à stabiliser une interprétation particulière comme étant la bonne, la vraie, l'évidente, éloignée de l'arbitraire qui construit les discours. Concrètement, cela signifie que même si la race est un concept historiquement variable, les discours dominants cherchent à la figer dans une apparente évidence selon ce qui donne de l'autorité à un discours dans la société. Autrefois la religion, et à partir de l'époque moderne, la science. Autrement dit, la flottabilité du signifiant racial n'empêche pas sa puissance. Elle l'amplifie, car elle permet d'adapter sans cesse le discours aux formes de justification qu'une société trouve légitimes au moment donné. C'est cette souplesse du signifiant qui autorise la race à fonctionner comme une vérité sociale, sans jamais avoir besoin de fondements biologiques. Dans le régime de justification par la science, qui est celui de la société dans laquelle nous vivons actuellement, la catégorisation raciale permet même un double jeu, puisqu'elle réconcilie les inégalités construites par l'exploitation coloniale ayant permis l'avènement du monde moderne avec ses idéaux d'universalisme. La raison pour laquelle les droits proclamés par les Lumières et les penseurs du libéralisme du XVIIIe siècle peuvent ne pas s'appliquer aux populations racisées est que celles-ci appartiennent à des catégories différentes d'humains, définies scientifiquement entre guillemets. Il faut tout de même noter que s'il n'est pas basé sur une réalité scientifique ayant un quelconque sens au niveau biologique,
Son inscription sur la peau reste responsable en grande partie de sa résilience. En plus d'être un marqueur a priori facilement visible, bien que la question du passing nous montre bien comment il peut vite devenir flou, la peau peut apparaître comme un marqueur objectif biologique en elle-même, surtout associé à des notions comme la mélanine. Cependant, elle reste insignifiante. Notre compréhension de la race n'est pas réellement rattachée au processus biologique réel et bien plus complexe qui mène à présenter une couleur de peau ou une autre. Il s'agit simplement, là encore, d'un signifiant, un aspect que chacun peut reconnaître et y donner un sens général, similaire à travers les groupes de notre société. Cela ne retire rien à la complexité de devoir naviguer une réalité discursive qui colle littéralement à soi, mais ça n'en fait pas non plus qu'une réalité discursive imposée par des dynamiques de pouvoir. Il reste important de noter que ce n'est pas parce que l'on parle de construction discursive qu'il s'agit là d'une simple affaire de mots et de manière de parler. Hall montre bien que les signifiants flottants comme la race n'évoluent pas dans le vide. Ils sont traversés, orientés, contraints par des rapports de pouvoir concrets, économiques, sociaux, politiques. La race ne flotte pas au hasard. Elle est mobilisée, réinterprétée, instrumentalisée dans des contextes spécifiques. Ce sont les dynamiques sociales qui orientent le sens que prend la race à un moment donné. Par exemple, dans les années 1980 en Grande-Bretagne, le discours médiatique sur les jeunes noirs les représente systématiquement comme menaçants, violents, déviants. Ce n'est pas un hasard, mais une réponse à la panique de l'identité blanche provoquée par les luttes antiracistes et les émeutes urbaines nées de leurs espoirs déçus et de la violence de l'État. Dans ce cas, la race fonctionne comme un miroir déformant. Elle condense des tensions économiques, des peurs culturelles, des contradictions politiques, en une image apparemment simple et naturelle. Mais cette image n'est possible que parce que la race est un signifiant flottant. Elle peut absorber tous ces éléments, les organiser symboliquement et les renvoyer dans un récit cohérent. Inversement, cette représentation racialisée alimente en retour les dynamiques sociales. Elle justifie des politiques sécuritaires, des contrôles policiers, des inégalités d'accès à l'éducation ou à l'emploi. La race construite par la société devient ensuite un outil pour structurer cette société. Nous pouvons maintenant tirer une conclusion importante. Si la race est un signifiant flottant, c'est-à-dire une catégorie instable mais puissante, c'est parce qu'elle est au cœur des constructions discursives de notre société contemporaine. Elle permet d'organiser symboliquement des rapports de domination réels. Elle offre un vocabulaire pour dire l'inégalité tout en la naturalisant. Elle fonctionne comme un opérateur de classification, de hiérarchisation, de légitimation. Et tout cela, elle le fait précisément parce qu'elle est instable, parce qu'elle peut s'adapter, se recomposer, se redéployer. C'est cette impossibilité à fixer définitivement le sens qui ouvre aussi la possibilité de la résistance, de la resignification, du retournement. Comprendre la race comme signifiant flottant, c'est donc aussi comprendre les marges de manœuvre, les failles dans le discours, les brèches dans l'idéologie. Dans la troisième et dernière partie de ce podcast, nous verrons comment ces constructions discursives sur la race produisent des effets concrets dans la culture, les institutions et la vie matérielle. Troisième partie, culture, matérialité et racialisation des discours. Après avoir établi que la race est un signifiant flottant, il est essentiel de comprendre ses effets concrets. Les discours raciaux, loin de se limiter à l'idéologie, ont des conséquences réelles sur la culture, et par extension sur la structure matérielle des sociétés. Ils influencent les représentations collectives, déterminent ce qui est valorisé ou marginalisé, et participent à la définition même de l'identité nationale. La culture n'est pas simplement un ensemble d'œuvres ou de traditions. Elle est un espace de production de sens où se disputent les significations dominantes. Elle permet de fixer certaines catégories de perception, qui appartient à la nation, qui en est exclu, qui est perçu comme civilisé ou menaçant. Ces catégories,
bien qu'elles paraissent naturelles, sont construites par des processus discursifs répétés dans les médias, l'éducation, la publicité ou encore les musées. La culture agit ainsi comme un système de représentation qui encode la différence raciale dans des formes symboliques apparemment banales. Ces représentations ne sont jamais neutres. Elles privilégient certaines identités et en stigmatisent d'autres, rendant certaines présences visibles et d'autres invisibles. La culture fonctionne donc comme un dispositif idéologique qui donne une apparence d'évidence à des catégories construites. Mais l'impact de la culture ne s'arrête pas au niveau symbolique. Hall insiste sur sa capacité à produire des effets matériels. Les significations forgées par la culture se traduisent dans les institutions, les lois, les pratiques sociales. Les discours sur la race ne restent pas confinés aux mots ou aux images. Ils structurent l'organisation concrète de la société. Une nation qui se pense comme homogène, occidentale ou civilisée adopte des politiques d'inclusion et d'exclusion en accord avec ce récit. Les récits culturels deviennent des normes, puis des structures institutionnelles. Ainsi, le cadre culturel reflète et construit celui des discriminations systémiques. Les cultures matérialisent la hiérarchie raciale. Un exemple frappant est celui de la nationalité. Bien qu'en surface elles soient un statut juridique, les critères d'appartenance à la nation sont souvent codés culturellement. Parler la langue dominante avec la bonne forme, adopter certains comportements ou répondre à des normes esthétiques. L'identité nationale se construit sur une prétention à l'homogénéité, toujours menacée par une altérité racialisée. Hall va plus loin en affirmant que les discours culturels contemporains sont tous traversés par la race, même de manière implicite. Cela ne signifie pas que tout discours est explicitement raciste, mais que la race opère comme une grille de lecture omniprésente à travers laquelle les différences culturelles sont réinterprétées. Cette logique organise nos perceptions, ce qui est considéré comme normal, déviant, menaçant ou assimilable. Elle dépasse les discours ouvertement raciaux pour toucher des domaines variés comme la famille, l'éducation, la sécurité, la modernité. Elle structure même des oppositions politiques fondamentales comme inclusion, exclusion, citoyenneté, étrangeté, développement, retard. Ainsi, des discours qui peuvent paraître opposés, l'un négatif, l'autre positif, peuvent en réalité sous-tendre les mêmes impératifs autour de la race ou être chargés des mêmes stéréotypes. Par exemple, les Noirs ne viennent en France que pour profiter des allocations. Et les Noirs sont des personnes fières qui n'ont pas besoin des allocations. Ce sont deux discours qui sous-tendent en réalité la même mécanique d'éloignement des Noirs de la possibilité de profiter de la redistribution des richesses par l'État. Autre exemple, les familles arabes sont traditionnellement plus homophobes et les Arabes font le choix de ne pas être visiblement non hétérosexuels pour ne pas stigmatiser leur famille, sont deux manières de renvoyer les LGBTQ arabes face à la même modalité de racisation, celle du risque plus élevé pour les racisés de subir des violences en cas de non-conformité avec le cadre familial et social. Ce qui rend cette logique difficile à démonter, c'est justement sa banalité. Elle fonctionne souvent à travers le sens commun, dans des formes ordinaires, invisibles, quotidiennes. Le racisme ne passe pas toujours par des discours haineux ou des lois manifestement discriminatoires, mais par des mécanismes diffus intégrés à la normalité sociale. D'où l'importance d'une analyse rigoureuse des représentations et des récits qui circulent dans la culture. En somme, les constructions discursives de la race produisent des effets bien réels. Elles structurent la culture, laquelle façonne à son tour la matérialité sociale. La race agit comme un principe organisateur fondamental, précisément en raison de son instabilité. Sa flottabilité permet sa diffusion dans tous les registres du discours, rendant son pouvoir d'autant plus profond. Pourtant, cette même instabilité ouvre la voie à des possibilités de contestation et de reconfiguration des récits dominants. Conclusion, déconstruire la race pour penser l'émancipation.
Ce podcast a permis d'explorer la signification de l'affirmation selon laquelle la race est une construction sociale. Il ne s'agit pas d'une fiction arbitraire, mais d'un système discursif qui organise les perceptions du monde, les hiérarchies culturelles et les rapports matériels entre individus et groupes. Une construction discursive est un ensemble de récits, de classifications et de représentations qui produisent la réalité plutôt que de simplement la refléter. Ces constructions ne sont pas fixes. Elles circulent, se transforment et s'adaptent aux contextes sociaux, tout en continuant d'orienter notre compréhension du monde. Dans ce cadre, la notion de signifiant flottant a été introduite. Empruntée à la psychanalyse et à la théorie politique, cette notion désigne des termes dont le sens n'est jamais définitivement fixé, mais qui sont constamment reconfigurés par les luttes idéologiques. Cette reconfiguration dépend du pouvoir des groupes défendant chaque idéologie. Les groupes ayant le plus de leviers au sein de notre société, ayant le plus de capacité à imposer des significations qui correspondent à la réalité sociale qu'ils envisagent. La race fonctionne comme un signifiant flottant. Elle peut désigner la couleur de peau, la culture, la religion ou la nationalité, ou tout autre élément de discours utilisé pour désigner l'autre. Mais elle reste toujours mobilisée pour établir des rapports de pouvoir. Ce caractère mouvant lui permet de se réinscrire dans différents discours en conservant sa fonction dominante. Cette capacité d'adaptation permet son ancrage dans des pratiques sociales et institutionnelles qui finissent par apparaître naturelles. La race se matérialise ainsi dans les corps, les politiques, les institutions et donne l'illusion d'une donnée biologique ou évidente. Elle devient un mécanisme de naturalisation d'une structure de domination. Les constructions discursives raciales façonnent la culture, qui façonne à son tour la réalité matérielle. Les représentations diffusées dans la société ne se limitent pas à des images. Elles servent de modèles normatifs, influencent les lois, les politiques publiques et justifient des discriminations concrètes. La culture est donc un terrain où se construit et se reproduit la domination raciale. La race est à la fois une opération de peur, de haine viscérale, de violence, de rejet et de cruauté, ainsi qu'une opération d'exploitation à des fins économiques. Elle est surtout une expérience de cette réalité, et en tant que telle, elle n'est pas l'un ou l'autre en premier, mais les deux en même temps. Elle existe en installant la division internationale du travail au niveau de l'expérience sensorielle, pour citer Patrick Wolf. Le fait de l'approcher comme un signifiant flottant résultant d'une construction discursive nous permet de réconcilier ces différents aspects simultanés. De la même manière, ils rendent compte de l'aspect simultané de l'articulation constante des différentes formes de domination entre elles. Racisme, sexisme, homophobie forment les éléments composites de la position de classe de chacun, la globalité de son rapport au monde. Ce caractère fondamental repose précisément dans cette construction discursive, dans le fait que chacun de ces discours et actes de domination se complètent avec les autres pour essayer de se donner de la cohérence et justifier son existence et sa persévérance, voire sa nécessité, malgré son injustice manifeste. Ce constat ne doit pas conduire au désespoir. Au contraire, il fournit les outils pour envisager une transformation. Puisque la race est une construction, elle peut être déconstruite. Puisque les discours sont historiquement situés, ils peuvent être contestés. Et si la domination passe par les représentations, elle peut aussi être défaite par d'autres représentations. Le travail critique consiste d'abord à rappeler que la race n'a pas de fondement biologique, même si elle semble s'incarner dans des signes visibles. Ces signes sont réinterprétés à travers des conventions historiques et non des vérités naturelles. Déconstruire les discours dominants ne suffit cependant pas. Il faut aussi produire de nouveaux récits, de nouvelles images, de nouvelles catégories qui permettent de penser l'égalité, la solidarité et l'interdépendance. Il s'agit de construire des discours non plus fondés sur l'exclusion ou la hiérarchisation, mais sur des visions collectives alternatives. Penser au-delà de la race ne revient pas à nier ses effets, mais à envisager une autre manière de faire société. La pensée de Hall invite ainsi à une double vigilance. Une vigilance critique,
face aux mécanismes de légitimation de la race, mais aussi une vigilance créatrice pour inventer d'autres manières de vivre ensemble, de raconter le monde et de combattre l'injustice. Si la solution se trouve dans le fait de changer les constructions discursives autour des racisés, cela inclut bien plus que de retourner les stigmates ou de créer des modèles positifs, à supposer que l'on puisse se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Ces modes d'opposition sont nécessaires à la survie dans la société capitaliste raciale telle qu'elle existe. En même temps, on se doit d'être particulièrement attentif à toute essentialisation qui participerait à la naturalisation du racisme. Cela passe par le fait de garder notre compréhension de la race basée dans sa réalité matérielle, celle du rapport à l'exploitation, à l'extraction et à la violence. Si cette réalité utilise le biais du corps pour être lue plus facilement par tous, ça ne fait pas de la couleur de peau, les traits du visage, la texture des cheveux ou la religion ce qui crée la race pour autant. Ce ne sont que des signifiants attachés à un ensemble de conditions sociales développées avec le développement du capitalisme racial. Selon moi, la solution se trouve dans le fait de tirer de nouveaux discours et pratiques de nos diversités diasporiques. Trouver ce qui fait nos particularités culturelles, celles qui remettent réellement les structures de colonialité et de domination dans nos sociétés en question. Il n'y a aucune fierté à trouver dans les pratiques culturelles, même précoloniales, ce qui permet de préserver notre domination en tant qu'homme ou en tant qu'hétéro, mais tellement à trouver dans celles qui nous donnent un autre rapport que celui du capitalisme, à la nature, au travail ou au temps. L'autre aspect est celui de trouver ce qui fait le lien dans nos conditions matérielles partagées, en partant de notre savoir situé de personnes racisées et des vulnérabilités que l'on connaît pour se rapprocher et apprendre comment aider les autres groupes vulnérables qui nous entourent. Parce que le racisme est global, sa déconstruction ne peut être que globale. En étant à l'écoute de ce que les autres membres de nos diasporas ont à nous dire sur leurs conditions, on a une chance de construire des discours alternatifs plus robustes que celui de la race et on gagne la possibilité de porter des structures politiques qui permettent de l'abolir. Il ne s'agit pas là seulement de créer des liens culturels avec d'autres groupes diasporiques appartenant à la même race que la nôtre ou à d'autres races, bien que ceci soit fondamentalement nécessaire, mais de l'acte réel et concret d'apporter à notre réflexion les points de vue d'autres personnes vivant à d'autres intersections de domination au sein de nos groupes socio-raciaux et au sein des autres groupes socio-raciaux. Ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont des actions que nos aînés ont déjà accomplies dans la formation des mouvements anticoloniaux du XXe siècle, par exemple. C'est cette manière de penser qui dirige la réflexion sur le racisme de Du Bois, le panafricanisme de Kwame Touré, de C.L.R. James ou d'Amilcar Cabral. Notre tâche aujourd'hui est de trouver comment adapter cette approche à notre réalité contemporaine, celle d'une société où il apparaît de plus en plus que la colonialité est un package idéologique total de racisme, de sexisme, d'homophobie, de transphobie et de validisme, accompagné par le néolibéralisme sous sa forme la plus prédatrice. Cela nous force à inclure chaque angle possible de chaque problème social lorsque l'on réfléchit nos discours et nos actions. La bonne nouvelle, c'est que pour y arriver, il suffit d'accepter de puiser dans tous les savoirs situés que les personnes appartenant au groupe racisé, dans toute leur diversité, apportent à notre compréhension politique. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à partager l'épisode si vous l'avez apprécié ou trouvé utile. N'oubliez pas de noter et laisser un avis si vous êtes sur Apple, de liker, vous abonner sur YouTube et sur les autres plateformes, et bien sûr, tous les commentaires et toutes les questions sont les bienvenus. Fin à la colonisation. Free Palestine. Au revoir.